Pendant 40 ans, j'ai vécu une vie que je croyais avoir abandonnée pour toujours. Et quand je suis finalement revenu dans ce tribunal, j'ai découvert que mon silence avait presque coûté à mon fils tout ce qu'il possédait. Mon nom est Linda Villasenor. J'ai 68 ans. Je suis née ici, dans les quartiers ouvriers de Chicago, dans une ville où les rues de pierre gardent les secrets de ceux qui ont tout donné pour survivre. J'ai construit ma vie ici, pierre après pierre, sacrifice après sacrifice. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus triomphante de ma vie. Avant de commencer, je dois vous demander quelque chose. Cette histoire n'est pas facile à raconter. Et cela m'aide énormément de savoir qu'il y a des gens quelque part qui m'écoutent et qui comprennent. Si vous le pouvez, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela signifierait beaucoup pour une vieille femme qui partage son cœur. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis si heureuse de savoir qu'il y a des gens de partout qui écoutent ces histoires. Cela me fait sentir que je ne suis pas seule. Je dois revenir dans le temps pour que vous compreniez tout correctement. Je dois revenir à l'année 1987. J'avais 33 ans à l'époque. J'étais une avocate respectée, connue dans tout Chicago. On m'appelait la reine du droit. J'avais un cabinet prospère, un mari que je croyais aimer, et un fils de 10 ans. Michael, qui était ma raison de vivre. Notre petite maison, bien que modeste, était toujours remplie de rire. Je me souviens de ces après-midi de week-end, quand Michael courait dans la cour avec un ballon usé, chantant des chansons pop à tue-tête. Mon mari, David, était encore un homme de famille à cette époque, assis sur le porche, regardant son fils jouer avec un sourire serein. Mais cette paix, je l'ai découvert plus tard, n'était rien de plus qu'un rêve éphémère. Un soir, l'arôme du rôti de peau flottait encore dans la cuisine. David a posé son couteau et sa fourchette. Son regard était glacial. « Linda ?»« Athée, il dit. » Sa voix aussi plate qu'une annonce dans un journal. « Je pars. J'ai une autre vie. » Je suis resté là, cuillère à la main, abasourdi. Il ne m'a pas regardé. Il s'est simplement levé, a pris la valise qu'il avait déjà préparée, et est sorti par la porte. Une voiture rutilante l'attendait. À l'intérieur, je pouvais tout juste distinguer la silhouette d'une femme, une veuve riche. J'ai appris plus tard, qui avait volé l'homme de ma vie. Michael, qui avait 10 ans à l'époque, était figé dans l'embrasure de la porte, ses yeux écarquillés, regardant la silhouette de son père disparaître. Le son du moteur qui s'éloignait a laissé un silence qui a brisé mon âme. Cette nuit-là, après avoir débarrassé la table comme si de rien n'était, je suis entré dans la chambre de Michael. Il était recroquevillé sous les couvertures, ses petites épaules tremblant de sanglots étouffés. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai serré dans mes bras. Mais je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. Je devais être un roc auquel mon fils pouvait s'accrocher. « Maman, pourquoi papa est-il parti ?» Athée, il demandait d'une voix brisée. Je l'ai juste serré plus fort. « Je ne sais pas. Mon fils, » ai-je murmuré. « Mais je te promets que toi et moi serons toujours ensemble. » J'ai tenu cette promesse avec chaque fibre de mon être. Les années qui ont suivi ont été un cycle implacable. Je me réveillais avant l'aube, préparais le petit déjeuner pour Michael et l'emmenais à l'école sur mon vieux vélo. Pendant la journée, je travaillais comme employé de bureau, mes yeux fixés sur les chiffres, essayant d'empêcher mon patron de remarquer les cernes noires de mes nuits blanches. Le soir, pendant que Michael faisait ses devoirs, je me penchais sur les livres de comptabilité des petits magasins du quartier. Il y avait des nuits de pluie battante où Michael et moi partagions un parapluie cassé, marchant dans les rues inondées, mes vêtements trempés et le froid me glaçant les os. Je serrais quand même sa main et souriais. Nous sommes plus forts que cette pluie, n'est-ce pas? Il hochait la tête, et son sourire était la seule lumière dans ces jours sombres. Je ne lui ai jamais parlé des nuits où je restais éveillé, mon esprit tournant, m'inquiétant des frais de scolarité, du loyer ou des médicaments. Une fois, quand il avait une forte fièvre, j'ai dû chercher une pharmacie au milieu de la nuit, avec seulement quelques pièces dans ma poche. Au comptoir, je les ai comptées une par une, mon cœur se serrant à l'idée de devoir choisir entre son médicament et la nourriture pour le lendemain. Mais je n'ai jamais abandonné.
Chaque fois que je regardais Michael, je me disais que je ne pouvais pas tomber, parce qu'il était la raison de mon existence. Mais il y a eu un procès qui a tout changé. J'avais un client, un homme accusé à tort, et j'avais toutes les preuves pour le défendre, mais la partie adverse avait de l'argent, beaucoup d'argent. Le juge, corrompu par les billets sales de mon ex-mari et de sa nouvelle femme riche, a rendu un verdict injuste. Mon client a été condamné. Mon honneur a été enterré sous l'argent sale. Ce jour-là, quand je suis sorti du tribunal, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas ma foi en la justice, mais ma foi dans le système. J'ai pris mes documents, j'ai fermé mon cabinet, et je me suis retiré. Je n'ai jamais plus remis les pieds dans un tribunal. Je me suis consacré uniquement à élever Michael, à travailler dans l'ombre, loin des projecteurs et de la corruption. Pendant 40 ans, j'ai vécu dans le silence, regardant mon fils grandir, devenir un homme bon, se marier, avoir une fille. Michael a rencontré Jessica lors d'une fête d'entreprise. Elle était belle, élégante, avec un sourire éclatant qui attirait tous les regards. Au début, j'étais heureuse pour lui. Il méritait l'amour. Ils se sont mariés rapidement. Et Sarah est née 1 an plus tard. Une petite fille aux yeux brillants qui m'appelait mamie avec tant de tendresse que mon cœur fondait à chaque fois. Pendant les premières années, tout semblait aller bien. Michael travaillait dur comme ingénieur en construction. Jessica restait à la maison avec Sarah. La maison que Michael avait achetée 2 ans avant le mariage était remplie de rires d'enfants. Mais j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Jessica devenait de plus en plus exigeante. Elle voulait une voiture plus luxueuse, des vêtements de marque, des vacances coûteuses. Michael travaillait de plus en plus d'heures, s'épuisant pour satisfaire ses désirs. Puis est venu l'accident. Michael était sur un chantier, quand un échafaudage s'est effondré. Il a été écrasé sous les débris. Quand je suis arrivée à l'hôpital, mon cœur s'est arrêté. Mon fils, mon garçon si fort, était allongé dans un lit, ses jambes brisées. Les médecins ont dit qu'il marcherait peu, être de nouveau, mais qu'il aurait besoin de béquilles pour toujours, qu'il ne pourrait plus travailler comme avant. J'ai vu quelque chose s'éteindre dans les yeux de Jessica ce jour-là. Elle est restée à l'hôpital. Oui, mais son sourire n'atteignait plus ses yeux. Les semaines qui ont suivi ont été un calvaire. Michael luttait à travers l'agonie juste pour faire quelques pas. Chaque session de thérapie était une bataille. Et moi, je restais à ses côtés, tenant sa main tremblante, lui murmurant que nous surmonterions cela ensemble. Mais Jessica a commencé à changer. Elle rentrait tard. Elle ne parlait presque plus à Michael. Un soir, je suis allée rendre visite à mon fils, et j'ai entendu des voix. Je me suis approchée doucement de la porte entr'ouverte de la chambre de Sarah. C'était Jessica qui parlait à sa fille. « Sarah, écoute-moi bien, » disait-elle d'une voix dure. « Quand nous irons au tribunal, tu dois dire que tu veux vivre avec moi, tu dois dire que papa ne peut plus s'occuper de toi. » Sarah, ma petite fille de 8 ans, sanglotait. « Mais maman, je ne veux pas mentir. J'aime papa. » La gifle a résonné dans la pièce. « Tu feras ce que je te dis. » a sifflé Jessica. Mon sang s'est glacé. J'ai tout enregistré sur mon téléphone. Plus tard ce soir-là, Michael m'a appelé, sa voix brisée. « Maman, elle demande le divorce. Elle veut la maison. Elle veut Sarah. Elle dit que je ne suis plus rien, qu'un vieil infirme. » J'ai serré le téléphone si fort que mes articulations ont blanchi. « Ne t'inquiète pas, mon fils, » ai-je murmuré. Maman est là. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon vieux porte-documents en cuir, celui que je n'avais pas touché depuis 40 ans. À l'intérieur, ma licence d'avocat, toujours valide. Mes anciens dossiers, mes vieux contacts. J'ai contacté Robert Medina, un vieil ami enquêteur privé. Son bureau était caché dans une petite ruelle, sentant le vieux tabac et les secrets inavoués. Quand il m'a vu, ses yeux se sont écarquillés. « Linda », s'est-il exclamé, « je pensais que tu avais complètement pris ta retraite. » Je lui ai fait un sourire froid. « Parfois, Robert, il faut redevenir qui tu étais pour protéger ceux que tu aimes. » Quelques jours plus tard, il m'a remis un mince dossier dans un café tranquille. Les photos à l'intérieur ont arrêté mon cœur. Jessica dans une robe rouge frappante au bras d'un homme élégant sortant d'un hôtel luxueux.
Elle souriait, ses yeux brillants d'une manière que je n'avais pas vue depuis avant l'accident de Michael. Son nom est William Harris, a dit Robert gravement. Un magnat de l'immobilier. J'ai trouvé des reçus d'hôtel, des billets d'avion, même des virements bancaires de son compte vers le sien. Ce n'est pas juste une romance. Linda, c'est une affaire. Il en a après la maison. La rage qui m'a envahi était froide et tranchante. Pendant que mon fils luttait à travers l'agonie juste pour faire quelques pas, sa femme était financée par un autre homme pour voler sa maison. J'ai caché les preuves, ne voulant pas briser le cœur de Michael plus qu'il ne l'était déjà. C'était une bataille que je devrais mener pour lui. Le ciel de Chicago était d'un gris lourd et oppressant ce jour-là. Je me tenais près de la voiture, aidant Michael à chaque pas hésitant. Son hésitation ne venait pas seulement de la béquille en bois qui supportait son poids, mais des regards froids de la foule qui tombait sur nous. Les cloches de l'église sur la place voisine sonnaient, et chaque tintement lugubre se sentait comme un coup dans ma poitrine, annonçant un jour sombre. Je serrais le vieux porte-documents en cuir. Ses bords usés, un rappel des années écoulées, il ne contenait pas seulement des papiers, il contenait ce qui restait de l'honneur de ma famille, notre avenir, et un faible espoir vacillant. Devant l'imposant palais de justice, une petite foule s'était rassemblée. Des voisins curieux et quelques journalistes avec des caméras prêtes. Leur murmure était un bourdonnement agité. C'est le divorce Villisenor, chuchotait quelqu'un. On dit que ça va être méchant, ce pauvre homme. Une voiture de luxe s'est garée brusquement derrière nous. La porte s'est ouverte et Jessica est sortie. Elle portait une robe rouge provocante, la couleur hurlant au monde qu'elle était la gagnante. Des lunettes de soleil noir cachaient ses yeux, mais elle ne pouvait pas cacher le sourire arrogant sur ses lèvres. Ses parents et son frère l'ont suivie, la tête haute, marchant comme s'ils avaient déjà réclamé leur victoire. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était épais, l'odeur de vieux bois et de tension se mélangeant. Jessica était déjà assise au banc de la défense, jambes croisées, son talon rouge brillant, tapotant un rythme impatient sur le sol. Tape, tape, tape. Chaque son, une moquerie. Quand Michael est entré péniblement, elle a ricané et s'est penchée vers l'oreille de sa mère, juste assez fort pour que tout le monde entende. Regardez, ce n'est plus qu'un vieil infirme. Mon sang a bouilli, mais je me suis mordu la lèvre, forçant la rage à descendre. L'avocate de Jessica, une femme que je connaissais autrefois, s'est levée et a placé une épaisse pile de papier sur la table. Sa voix arrogante a résonné dans la salle. Nous démontrerons que le mari de ma cliente, Michael Villisenor, n'est plus capable de remplir ses devoirs en tant que mari et père. Chaque mot était un coup de marteau dans ma poitrine. À la première audience, l'avocate de Jessica a exposé leur cas. Monsieur Villisor ne peut plus travailler, a-t-elle déclaré. Il ne peut pas remplir le rôle d'un mari et d'un père. Jessica a ajouté, sa voix dégoulinant de mépris. Ce n'est rien d'autre qu'un fardeau. Je mérite une vie meilleure. Ces mots ont été un coup direct. Michael a essayé de se lever, s'appuyant sur ses béquilles, sa voix se brisant. Je peux encore m'occuper de ma fille. Je suis toujours le père de Sarah. Le rire sarcastique de Jessica a traversé la salle. Regarde-toi. Michael, tu ne peux même pas te tenir droit. C'est à ce moment-là que je savais que mon temps de silence était terminé. Je me suis levé. J'ai marché calmement vers la table de la défense et j'ai ouvert mon vieux porte-documents en cuir. Le son de la fermeture éclair a résonné dans la salle silencieuse. J'ai sorti une chaise à côté de Michael, sentant le regard stupéfait de mon fils sur moi. J'ai pris une profonde inspiration. Puis, ma voix, claire et ferme, a résonné dans la salle d'audience. À partir de ce moment, moi, Linda Villisenor, serai la représentante légale de mon fils. Monsieur Michael Villisenor. La salle entière s'est figée. Jennifer, l'avocate adverse, était pétrifiée. Jessica fixait, sa bouche béante, son visage devenant pâle, comme si elle avait vu un fantôme. À l'arrière, les personnes âgées dans la salle ont commencé à murmurer. Linda Villisenor. Est-ce possible? L'onde de surprise s'est propagée. Mais j'ai gardé mes yeux fixés sur le juge Morales. Il a frappé son marteau, sa voix tremblant d'un mélange de doute et de respect. Madame Linda Villisenor,
Êtes-vous par hasard la reine du droit? Cette question a déchiré la salle. Michael m'a regardé, ses yeux humides d'incrédulité. Comme s'il voyait sa mère pour la toute première fois. J'ai hoché la tête. Ma voix stable. Votre honneur. Je n'ai jamais cessé de croire en la justice. À l'audience suivante, la salle d'audience était bondée. La nouvelle que la reine du droit était revenue s'était répandue comme une traînée de poudre. J'ai d'abord présenté les documents de propriété, prouvant que la maison appartenait à Michael seul, acheté 2 ans avant le mariage. La famille de Jessica est devenue pâle. Jennifer a essayé de contester, mais je l'ai interrompue. Madame Rivers, la loi est très claire. La résidence commune ne change pas le droit de propriété. Puis j'ai présenté ma deuxième preuve. Votre honneur, ai-je dit, ma voix calme mais tranchante. Je veux présenter un enregistrement. J'ai remis une petite clé USB au greffier. La salle entière est tombée dans le silence alors que la voix dure et cruelle de Jessica remplissait l'air. Ordonnant à sa fille de mentir, les sanglots désespérés de Sarah ont suivi. La salle était figée dans un souffle collectif d'indignation. Jessica a bondi sur ses pieds. Hurlant, c'est faux. Elle a tout inventé, mais sa voix tremblait. Le juge a appelé Sarah à la barre. Sa petite silhouette semblait perdue dans le grand siège des témoins. Jessica s'est penchée en avant. Sa voix, une menace sirupeuse. Sarah, dis à tout le monde que tu veux être avec moi. N'est-ce pas? La salle retenait son souffle. Sarah a levé son visage rempli de larmes et a regardé directement le juge. Sa voix était petite mais claire. J'aime mon papa. Je ne vais pas mentir. Je veux être avec mon papa et ma mamie. La salle a explosé en murmures. Michael a finalement craqué, cachant son visage dans ses mains, ses épaules tremblant de larmes de soulagement. Jessica, acculée et désespérée, a hurlé. Ne la croyez pas. Ce n'est qu'une avocate ratée. Elle a perdu un procès majeur de manière si humiliante qu'elle a dû abandonner sa profession. L'accusation flottait dans l'air. J'ai senti Sarah serrer ma main, ses yeux écarquillés d'inquiétude. J'ai pris une profonde inspiration. Oui. J'ai quitté le droit, ai-je dit, ma voix résonnant avec une vérité que je portais depuis des décennies. J'ai perdu une affaire non pas par manque de compétences, mais parce que mon ex-mari et sa riche amante ont soudoyé le juge. Mon honneur a été enterré sous l'argent sale, et je me suis retiré pour préserver ma dignité. La salle était absolument silencieuse. Ce juge, ai-je continué, a été plus tard enquêté et condamné à la prison. J'ai juré ce jour-là que je ne permettrai plus jamais que la justice soit ternie. Je suis ici aujourd'hui non pas pour la gloire, mais pour mon fils, pour ma petite fille, et pour la vérité que notre famille mérite, juste à ce moment-là. Le juge Morales s'est penché en avant, ses yeux brillants d'un respect impossible à cacher. Je peux attester des paroles de Madame Willisnor. Athée, il dit, sa voix ferme, il y a de nombreuses années, quand j'étais juste un jeune avocat. C'était Linda qui m'a défendu dans une affaire similaire. Elle a valorisé la vérité et la loi plus que quiconque que j'ai jamais connu. Ses paroles ont balayé la salle comme un vent purificateur. Jessica a vacillé, retombant dans sa chaise. Vaincue. Le jour du verdict, la voix du juge Morales était comme un coup de marteau du destin. La pleine propriété de la maison reste avec Michael Willisnor. La garde de la mineure Sarah Willisnor est accordée à son père, Michael, et à sa grand-mère, Madame Linda Willisnor. Madame Jessica Torres ne recevra aucun avantage financier et ne pourra visiter sa fille que sous supervision judiciaire. La salle a éclaté. Michael s'est effondré sur mon épaule, son corps tremblant, alors qu'un poids lourd était finalement levé. Sarah a couru dans nos bras, nous serrant tous les deux fort, ses larmes trempant mes vêtements. « Mamie, papa, je reste avec vous », a-t-elle sangloté de joie. Jessica a crié. « Ce n'est pas juste. Je vais faire appel. » Mais personne n'écoutait. Elle et sa famille ont quitté la salle d'audience dans la honte. Plus tard, nous avons appris que William Harris l'avait abandonnée au moment où il a appris qu'elle avait perdu. Dans les mois qui ont suivi, notre maison est redevenue un foyer. J'ai emmené Michael à ses thérapies. Et lentement, j'ai vu sa confiance revenir. Chaque fois que Sarah courait vers lui et criait « Papa, tu es mon super-héros », ses yeux s'illuminaient.
Nos repas de famille étaient remplis de rires. Un après-midi ensoleillé, j'ai vu Sarah essayer secrètement mes vieilles chaussures à talons hauts, posant de manière instable. « Mamie, a-t-elle déclaré, quand je serai grande, je serai aussi bonne que toi. » Michael la regardait depuis sa chaise sur le porche, ses yeux pleins d'un bonheur que je pensais avoir perdu pour toujours. Je me suis assise à côté de lui, regardant l'oranger dans notre jardin. La justice dort parfois, ai-je murmuré, mais elle ne meurt jamais. Elle attend juste que des cœurs courageux la réveillent. Il a pris ma main. « Maman, merci pour tout. » J'ai souri, serrant sa main doucement. Après la tempête, nous avions trouvé notre paix. Partager cette histoire n'a pas été facile, mais je le fais dans l'espoir que cela puisse donner à quelqu'un d'autre le courage de parler. La vie nous testera toujours. Mais si nous nous accrochons à la vérité et à l'amour, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête. J'ai appris qu'on peut passer sa vie entière à côté d'une personne et ne pas la connaître vraiment. J'ai appris qu'un secret gardé, c'est comme du poison qui grandit dans l'ombre. Mais j'ai aussi appris qu'on est plus fort qu'on l'imagine. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Mes cheveux sont blancs. Mes mains tremblent parfois. Mais savez-vous quoi? Je suis libre. Libre de l'homme qui ne m'a jamais vraiment aimé. Libre des secrets. Et libre de vivre pour ce qui compte vraiment. Ma famille. Si vous qui m'écoutez maintenant, vivez une vie qui ne vous rend pas heureux, si vous acceptez le silence quand vous méritez la vérité, si vous laissez les autres vous dire que vous n'êtes pas assez fort, alors je vous dis une chose. Ouvrez votre congélateur verrouillé. Affrontez ce que vous avez évité. N'attendez pas 40 ans comme moi.